Bien, donc nous allons terminer avec Christopher Lucken, donc qui, comme beaucoup pendant cette journée, navigue entre les textes latins et les textes français, qui notamment est un grand spécialiste de Richard de Fournival, qui justement écrit en latin et en français, ça tombe bien, hein, et donc Christopher Lucken, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui relève à la mise par écrit des savoirs, qui est sans doute l'un des rares dans la salle à pouvoir expliquer aussi bien qu'Aurora Panzica ce que c'est que la trépidation et que la précession des équinoxes, voilà, hein. Mais qui là va nous sortir de l'astronomie pour aller vers le Mont Saint-Bernard, hein, et nous parler donc de l'avis de tempête, des règlements climatiques au Mont Saint-Bernard. Merci Joël. Avant mes remerciements, peut-être vous demander de vous approcher, de vous rapprocher, il y a de la place, parce qu'en fait, je vais surtout commenter des images. Je vais laisser en quelque sorte les textes que je représente et un certain nombre d'images parler à ma place et même quelques vidéos. Donc n'hésitez pas à venir un peu plus près pour pouvoir lire, puisque je n'ai pas prévu d'exemplier ce qui sera représenté ici sur le PowerPoint. Je remercie Johan pour sa direction technique, très utile. Je remercie Joël Ducot et Pierre-Marie Joris pour leur invitation. Et cet exposé leur est un peu dédié puisqu'il y sera question de météorologie et du Valais. Et donc, c'est cette conjonction de ces deux sujets qui vont m'intéresser. L'école du Grand et Petit Saint-Bernard s'appelait à l'époque romaine et médiévale le Mons Iovis et la Columna Iovis, et se situe à l'intersection de la Suisse et de la France et d'Italie, dans une région appelée par les Romains, peut-être encore aujourd'hui, les Alpes Pennines. Cette dénomination n'est pas due au fait qu'un Punique y serait passé, affirme Tite-Live dans son histoire romaine. Elle vient du nom de Penninus, donné par les montagnards à la divinité qui possède un sanctuaire sur le plus haut sommet, c'est-à-dire le dieu Pen. Ce dieu gaulois du ciel, du soleil et de la foudre peut s'apparenter en effet à Jupiter, auquel il fut assimilé par les Romains. Ceux-ci lui dédièrent un temple au sommet des deux cols, dont il reste encore des traces, et on peut encore admirer la Columna Iovis, la colonne joue, au col du Petit Saint-Bernard, que vous avez ici sur la droite, qui a été surmonté du Saint Bernard, qui va en quelque sorte succéder à Jupiter. Je n'ai pas besoin d'expliquer longuement les liens que Jupiter entretient avec la foudre et d'autres phénomènes météorologiques. Quelques citations ici. Je vous en donne également celle de Sénèque, qui contredit au fond ses croyances, mais qui en même temps nous dit qu'elle n'est pas totalement inutile, une telle croyance, car pour épouvanter ceux qui ne consentent que par peur à être innocents, ils ont mis au-dessus de leur tête un vengeur et un vengeur armé. Au fond, c'est une sorte de fiction que Jupiter, qui sert néanmoins à faire peur à ceux qui pourraient contredire ces lois. Donc, il déclare un peu plus loin que la foudre n'est pas lancée par Jupiter, mais en même temps, il suppose une sorte de rationalité aux phénomènes atmosphériques, mais que toutes choses ont été arrangées de telle façon que même celles qui ne sont pas faites par lui ne sont pas faites indépendamment de la raison. Je laisse la suite, et c'est une explication qu'on pourra retrouver dans la tradition chrétienne avec Dieu. C'est de Jupiter que ces deux passages montagneux tirent donc leur nom latin, Mons Iovis et Columna Iovis, nom qui traverse l'époque médiévale et qu'on retrouve même jusqu'au XVIIIe en concurrence avec Saint-Bernard. On y a retrouvé de nombreux ex-voto
offert à Iovis Peninus par des militaires en campagne et différents voyageurs, dans l'espoir qu'elle les protège contre les dangers qu'ils encouraient au moment de passer la frontière que formait la montagne avec les régions septentrionales dont Rome s'était emparée depuis la conquête des Gaules. Les attributs de Jupiter, la pluie, la foudre, le tonnerre, qui lui permettent de manifester du haut du ciel sa puissance, conviennent particulièrement bien pour représenter les dangers de la montagne et les contenir, et en particulier les phénomènes atmosphériques qu'on y trouve et qui lui sont étroitement liés. Le Punique dont parle Tite-Live, qui a traversé les Alpes Pennines, ou qui aurait traversé les Alpes Pennines à cet endroit-là, peut-être le col du Grand Saint-Bernard, c'est discuté, c'est bien sûr Hannibal, qui tenta en 218 avant Jésus-Christ de prendre Rome par le revers. Son expédition fit l'objet de nombreux récits d'historiens grecs et latins, en particulier Strabon, Polybe, Tite-Live et Silius Italicus. Je vous en donne ici un extrait tiré de Silius Italicus, mais je vais vous lire uniquement la deuxième partie. Ce n'est pas la vision d'Hannibal qui anticipe son passage, mais c'est la description de ce passage qui n'a pas lieu pour Silius Italicus au Mont Saint-Bernard, qu'importe, mais plutôt dans le Val de la Durance. Mais cette description me paraît tout à fait emblématique de ce paysage qui va m'intéresser. Ce fleuve, donc c'est la Durance, descendu des Alpes, roule avec fracas dans ses ondes retentissantes des arbres déracinés, des quartiers de roches, et change ses guets trompeurs en dirigeant son cours de divers côtés, en sorte qu'il est dangereux de s'y exposer à pied et peu sûr de le faire en bateau. Il était alors grossi par des pluies récemment tombées. Beaucoup de soldats y furent emportés avec leurs armes. Le flot les roula en écumant et les précipita tout déchirés dans des gouffres. Cependant, les Alpes, qu'ils contemplent de plus près, leur inspirent une terreur capable d'effacer le souvenir de leurs travaux passés. Des gelées, des grêles éternelles y accumulent des glaces séculaires. Les flancs escarpés de la montagne qui se perd dans les cieux en sont hérissés, et le soleil, au feu duquel elle se présente, ne peut en dissoudre les cristaux endurcis. Autant le Tartare, ce gouffre du royaume des ombres pâles, s'étend dans des profondeurs souterraines vers les mâles et le noir marais du Styx, autant en ces lieux la terre s'élève dans les airs au-dessus de sa surface, lui dérobant le ciel par la hauteur de son ombre. Jamais on n'y voit de printemps, jamais d'été avec sa parure. L'affreux hiver habite seul ces montagnes et s'y est fixé éternellement. C'est là qu'il rassemble de loin les nuées sombres et les orages accompagnés de grêle, que les tempêtes et tous les vents en fureur ont établi le siège de leur empire. Le spectateur est pris de vertige au sommet de ces roches altières dont la cime se perd dans les nues. Description, au fond, topique qu'on retrouvera à différents moments. La montagne et son climat particulier sont apparentés à l'enfer, une sorte d'enfer inversé qui se trouve dans les hauteurs plutôt que sous la terre. Et vous avez une série de phénomènes atmosphériques ou climatiques qui leur sont et qui entraînent la mort et qui sont donc liés à ce lieu. Inondations, pluie abondante, neige, glace, nuages, tempêtes, etc. La traversée de Grand Saint-Bernard a fait l'objet de nombreuses représentations et je vous ai choisi ici celle de Turner, que vous connaissez peut-être, elle est très célèbre, elle date de 1812-1813 et je ne la commenterai pas, sinon pour souligner que la peinture de paysage efface en quelque sorte la peinture d'histoire, et que les personnages qu'on devine dessous semblent disparaître derrière une défiguration. C'est une peinture abstraite avant l'heure, si vous voulez, une peinture défigurative, efface en quelque sorte le récit d'Hannibal traversant ce mont. Peinture qui date de 1812-13 probablement, et qu'on associe, il semblerait que c'est une réponse aussi de Turner à la traversée du Grand Saint-Bernard par Napoléon.
à une date où cette traversée du Grand Saint-Bernard par Napoléon apparaît comme disons, la prémisse d'un échec, puisque 1812, c'est la campagne de Russie. Et ce qui est représenté aussi par Turner, c'est la campagne de Russie, en même temps que la traversée dès la première conquête, enfin de la conquête d'Italie de 1799. On pourrait commenter aussi la différence de représentation. On a aussi l'atmosphère, le vent qui souffle dans la queue du cheval et la crinière, mais c'est évidemment très, très loin de Turner. Turner a accompagné son tableau d'un poème que vous avez ici en anglais, avec une traduction que je vous propose, et je n'en retiens que la fin, avec cet appel à prendre garde aux délices de Capoue. Puisque vous savez que la conséquence de cette conquête d'Hannibal va s'abolir dans cet endroit. On peut se demander si ce n'est pas aussi quelque chose qui est adressé aux spectateurs du tableau. Prends garde aux délices de Capoue, au moment où on traverse et on semble vaincre les phénomènes atmosphériques qui sont au sommet du Grand Saint-Bernard. Je ne réponds pas à la question, de même que je ne répondrai pas à la question de cette exposition qui a eu lieu cette année, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas si elle dure encore, au musée d'Orsay et en différents musées dits de province, 100 tableaux pour le climat, où vous avez un certain nombre de tableaux, il y a un catalogue aussi qui l'accompagne. Vous avez 100 œuvres qu'on voit donc au musée d'Orsay et dans d'autres musées qui ont été retenues et commentées dans une perspective d'interrogation sur le climat. Je n'en dis rien, je vous invite à y penser simplement, si c'est possible, d'avoir une œuvre d'art susceptible de vous amener à changer votre regard. Je reviens au Grand Saint-Bernard. Oui, c'est juste, voilà, c'est juste après. Et à ce col, et aux gens qui s'y trouvent aujourd'hui. Vous connaissez peut-être cet endroit. Il est notable, c'est intéressant de savoir que cet endroit accueille une des plus anciennes stations météorologiques du monde, d'Europe, de Suisse, la 3 ou 4e, fondée en 1817. Et ce sont donc les chanoines qui s'y trouvent, qui sont chargés de mesurer les variations climatiques. Et je vais leur donner la parole, histoire de pouvoir me rincer la bouche. Plus haut lieu d'Europe habité toute l'année, l'hospice du Grand Saint-Bernard est aussi la plus ancienne station météo de Suisse. Chaque jour, les chanoines mesurent la température, la visibilité, les précipitations. Le chanoine Frédéric est chargé de décrire les nuages. Il les observe attentivement 3 fois par jour depuis 21 ans. Là, il y a un petit peu des stratus qui se promènent là autour des 2800, 2900. On a de la chance ici, on a des montagnes qui nous permettent de voir un peu l'altitude des nuages. Vous vous êtes piqué au jeu un peu de reconnaître tous les nuages Ah oui, bon, ça se fait assez vite aussi. Des nuages, il y a 3 sortes de couches de nuages. Les bas, les moyens et les hauts, et très hauts. Et puis, oui, on se prend au jeu et puis on sait au bout d'un moment ce que c'est comme nuage. On ne pourra pas mettre des cirrus à 2900 mètres ou des stratus à 6000 mètres, 8000 mètres. Ces relevés sont effectués depuis plus de 2 siècles et constituent aujourd'hui une précieuse mine d'informations pour les climatologues.
peut-être par un poste d'observation particulièrement intéressant pour observer le réchauffement climatique, en fait. Tout à fait. Vers le milieu du 19e siècle, 1852, il y avait un confrère de l'Église qui disait que le lac gelait déjà vers la mi-octobre jusqu'à la mi-juillet. Maintenant, je pense qu'on est plutôt de début novembre en moyenne. Et puis, fin juin, des fois, c'est dégelé. Donc, on voit qu'il y a un mois de différence. Parmi les occupations des chanoines du Mont-Saint-Bernard, il y a donc les relevés météorologiques. Il y a bien sûr ce que vous connaissez peut-être davantage, toutes les entreprises de sauvetage en montagne, qu'on a au 19e et encore aujourd'hui. Vous les avez sur la droite. Et bien sûr, vous connaissez tous le fameux chien qui les accompagne et qui sert à identifier, retrouver les personnes qui ont été ensevelies sous la neige. Mais je vais revenir maintenant à la période médiévale, au Montjoux, avant que Saint-Bernard ne s'empare de ce nom, et c'est un peu justement ce passage qui va ici m'intéresser. Alors, je ne vais pas entrer ici dans les détails du dossier géographique du personnage de Saint-Bernard. Je vais m'en tenir ici à une vita latine de la fin du XIVe siècle, qui va raconter comment ce personnage de Saint-Bernard, à qui on attribue à cette période fin XIVe une origine noble qui serait celle de Menton, au bord du lac d'Annecy, dans le diocèse de Genève alors. Saint-Bernard de Menton aurait, donc fils de famille noble, aurait un peu sur le modèle de saint Alexis décidé de se retirer du monde, et c'est son exploit principal, il y en a d'autres, mais le principal qu'on va lui attribuer, c'est d'être parvenu, soi-disant au XIe siècle, de débarrasser le Montjoux de son dieu principal diabolique, Jupiter. Et vous avez ici donc un extrait de la traduction, un extrait de cette vita et une traduction de cette vita où ce diable, Jupiter, ennemi rugissant, déterminé à faire le mal, qui s'efforce de précipiter en enfer le christianisme grandissant par l'intermédiaire d'une statue profane, etc. Vous avez ce personnage diabolique qui se situe au sommet du grand Saint-Bernard et du petit Saint-Bernard, puisque ce Saint-Bernard de Menton est censé avoir éliminé ces deux endroits, enfin, disons, détruit dans ces deux endroits la présence diabolique. Cette vie va être aussi l'objet d'un mystère en français, le mystère de Saint-Bernard de Menton, qui date du XVe siècle, et qui va amplifier ce récit latin et mettre en scène ce personnage et différents pèlerins. En l'occurrence, dans un premier temps du récit, il y a une dizaine de pèlerins qui grimpent depuis Aoste, c'est dans l'autre sens dans un premier temps, qui grimpent depuis le Valais jusqu'à Aoste, et en grimpant, ils vont perdre un dixième de des 10 pèlerins, une dîme, et l'analogie est explicitement faite, entre ce prélèvement par le diable sur les pèlerins, et qui vont donc se retrouver à neuf lorsqu'ils vont regagner le Val d'Aoste. J'y reviendrai brièvement. Alors, je vous ai donné aussi ici, parce qu'au fond, d'où viennent au fond les récits donc on a l'histoire de Saint-Bernard.
Le personnage de Saint Bernard, fin XIVe, XVe siècle, s'appuie sur une série d'expériences, de récits de voyage, bien sûr aussi des textes hagiographiques et des textes bibliques, mais il s'appuie aussi donc sur des récits de voyage, et je vous en ai donné un ici, dont vous voyez l'auteur, Abbé Rodolphe, et c'est un récit qui date de 1128-1129, avec un passage, la description d'un passage que je vais me contenter ici de résumer parce que sinon je n'en aurai pas le temps, la description d'un passage où des pèlerins tentent, avec le double sens du mot peregrinus en latin, qui est à la fois le pèlerin qui va vers Rome pour un pèlerinage au sens où on entend ce mot aujourd'hui, mais c'est aussi un voyageur, quelqu'un au fond qui va traverser cet espace. Et ici, c'est dans l'autre sens que ces pèlerins voyagent. Ils remontent d'Italie vers le Valais et ils vont affronter les dangers de ce passage. Et il y aura donc avalanche, etc. Et malgré les guides marronniers, marronès en latin, qui vont les accompagner, qui vont aussi perdre une partie des leurs lors d'une avalanche, ils vont finir donc par très difficilement regagner leur patrie. C'est ainsi que la citation que je vous ai donnée s'achève. Je lis juste les 2 dernières phrases. Le jour suivant, ayant quelque peu repris leurs esprits, ils échappèrent enfin au sacrifice profane de Jupiter. Tendant vers leur patrie, ils y parvinrent désormais sans grande difficulté. Traverser la montagne, c'est au fond affronter la colère et les tempêtes de Jupiter. Autre bref extrait que je ne vais pas non plus lire ou commenter, il faudrait pouvoir bénéficier de beaucoup plus de temps, d'un anglais. On est cette fois-ci en 1188, c'est toujours des textes en latin, qui décrit, c'est cette fois-ci une autobiographie, si on peut dire, un récit à la première personne, et qui raconte l'expérience qui est la sienne lors du passage de ce sommet du mont Jou, prière, danger de mort, froid, etc., y compris la difficulté qu'il a désormais avec ses doigts et même son incapacité, dit-il, à écrire puisque son encre s'est gelée. La description de ce lieu est une description donc topique. On l'a vu avec la citation que je vous ai donnée tout à l'heure. On pourrait multiplier les citations, notamment en rapport avec l'enfer. Je vous en donne simplement ici un extrait que je ne vais pas non plus lire. C'est très facile de trouver de nombreuses descriptions de l'enfer qui ressemblent tout à fait à ce que nous avons lu pour commencer avec Silius Italicus. On transpose simplement dans un contexte chrétien ce paysage infernal qu'on trouvait d'ailleurs aussi chez Virgile. La montagne, pour comprendre au fond cette description, la montagne est souvent présentée dans les représentations qu'on se fait de son origine comme une sorte de tumeur, une sorte de maladie en quelque sorte qui affecte le monde, la Terre, dont la circularité parfaite a été en quelque sorte abîmée, rendue malade par des phénomènes qu'on peut évidemment interroger, mais qui donnent comme conséquence une sorte de paysage boursouflé, comme s'il y avait des verrues sur la Terre. On peut citer, vous avez ça chez Augustin, vous avez aussi chez Bède, je vous laisse regarder la citation, et vous avez, elle est intéressante parce qu'elle fait une sorte de synthèse, une citation tirée de Vincent de Beauvais, de son Speculum Naturale, où vous avez les étymologies d'Isidore de Séville, où on reprend l'image des tumores terrarum. Vous avez
donc qui provient de Saint-Augustin. Vous avez Pierre le Mangeur, qui souligne aussi que les montagnes sont principalement dues au déluge ou liées au déluge. Vous avez Thomas de Cantimpré avec son De Natura Rerum, qui nous dit que la Terre était ronde et plane lorsqu'elle fut créée et que ne comportait ni montagne ni vallée. Et puis enfin, vous avez, et ça rejoint des choses que nous avions dites sur le mélange en quelque sorte des genres ou des sources, le 4e livre apocryphe des météorologiques d'Aristote, où il s'agit cette fois-ci d'explications plus géologiques, conformément bien sûr à l'origine de ce texte. La montagne, mais aussi l'air, puisque dans les explications qu'on peut apporter aux phénomènes atmosphériques, il y a ces explications fréquentes liées à ces démons aériens. Vous avez donc ici une citation de Saint-Augustin. Les démons sont des esprits avides de nuire, absolument étrangers à la justice, bouffis d'orgueil, etc. Parce que l'air est situé au-dessus de la terre et des eaux, ils ne sont pas pour cela supérieurs aux hommes, sans doute les démons étant, etc. Vous avez une autre citation que je vous laisse aussi peut-être découvrir, si vous avez la possibilité, qui fait des démons aériens des sortes d'incarnations d'une sorte de présence maléfique. Et la montagne est le lieu, en quelque sorte, entre ciel et terre, où les démons aériens séjournent. Au fond, monter la montagne, passer le col, affronter le personnage de Jupiter, c'est en quelque sorte aller à la rencontre d'une sorte d'enfer surélevé, habité par des démons aériens. Comme je le disais au début, beaucoup de mes propos sont une sorte comme ça de passage en revue d'une série de sources que je vous invite peut-être à redécouvrir après, je ne sais pas sous quelle forme, dans ce qui va rester de cet exposé, vous pourrez les rencontrer. On retrouve ces images, ces idées dans la tradition en langue française, chez Gossuin de Metz, dans son Image du monde, où on a ces esprits malins qui habitent l'air. Et vous remarquerez aussi dans cet extrait que lorsqu'il est question de montagne, la montagne qu'on représente de façon privilégiée, c'est le mont de mon Dieu, c'est-à-dire le Montjoux. Et on a la même chose dans le Placide et Timéo. On a aussi bien une explication, comme chez Gossuin de Metz, une explication de type aristotélicien, mais qui se mêle à une explication, disons, d'origine théologique ou biblique, et aucun des philosophes dit que Pariluec est la voie au diable. Il y a à la fois, alors c'est à la fois les diables aristotéliciens et le démon, et puis c'est en même temps les diables chrétiens, qui viennent en quelque sorte caviarder une explication de caractère, disons, plus météorologique. Et puis vous avez à nouveau la référence au mont de mon Dieu, qui est vraiment, à l'époque médiévale, la montagne emblématique. Il s'agit donc d'éliminer les tueurs des montagnes, d'aplatir la terre, comme le dit l'Évangile selon saint Luc, ou de faire, comme l'a fait Théodose, dont parle saint Augustin dans la Cité des Dieux, de renverser les statues de Jupiter. Il y a en haut des montagnes des statues dédiées à Jupiter, et il s'agit donc de les mettre à bas pour les remplacer par une figure bénéfique qui serait celle de Dieu, ou celle de Saint Bernard lui-même, qui va, bien sûr, comme vous l'avez vu pour l'image première, occuper la place, en quelque sorte, de Jupiter en haut de la colonne qui provient de l'époque romaine. Je voulais parler aussi des tempestaires et d'Agobard. Je ne vais, puisqu'on en a parlé ce matin, je ne vais pas en dire davantage. D'abord, le temps aussi, mais compté. Donc, les tempestaires qui sont condamnés par Agobard dans la mesure où Dieu est à l'origine, et non pas les tempestaires, de tous les phénomènes atmosphériques. Mais il y a quand même la possibilité... D'abord, il y a d'une part des vengeances possibles. Au fond, l'action de Dieu est signifiante. On ne sait pas toujours par quelle voie, mais en tout cas, comme chez Sénèque, il y a une sorte de
signification des phénomènes météorologiques. Et puis, bien sûr, il y a aussi la possibilité de lutter contre les phénomènes météorologiques par la prière ou des processions. En l'occurrence, ici, c'est la prière. Mais je vais m'arrêter un tout petit peu plus longuement sur un autre moment qui fait écho au tempestaire, et c'est un peu pourquoi je voulais mentionner Agobard, c'est les procès de sorcellerie dont vous avez aussi parlé ce matin, qui ont lieu de façon tout à fait privilégiée dans la région justement du Saint-Bernard, du canton de Vaud, du canton du Valais, au fond de ces régions alpines du duché de Savoie. Je vous renvoie à cet ouvrage « L'imaginaire du sabbat », édition critique des textes les plus anciens, etc., publié par une équipe lausannoise sous la direction de Paravicini Baliani. Je vous lis juste la quatrième de couverture. Une importante littérature rédigée dans les années 30 et 40 du XVe siècle décrit et définit pour la première fois, et avec force de détail, ce que l'on peut appeler l'imaginaire du sabbat des sorciers, ou des sorcières, mais il y a les deux. En l'espace d'une décennie, dans un cadre territorial restreint, l'arc alpin qui va du Dauphiné au Simmental en passant par le Valais, le Val d'Ost et le Pays de Vaud, le fantasme du sabbat des sorciers et des sorcières se met en place avant de s'installer dans l'horizon mental de l'Europe pendant plusieurs siècles. C'est dans ce contexte qu'apparaît la légende de Saint-Bernard de Menthon. Et le mystère de Saint-Bernard de Menthon s'inscrit au fond dans ce paysage intellectuel. Vous avez ici un dessin, vous l'avez vu, vous avez un extrait d'un texte, je passe à un autre, tiré cette fois-ci du très célèbre Formicarius de Jean Nider, qui vient d'être d'ailleurs publié, édité dans la collection Micrologus Library chez Paravicini. On peut lire quelques extraits peut-être. Le théologien. J'ai entendu parler de même par le juge Pierre que dans le territoire de Berne et dans les lieux situés aux alentours, depuis 60 ans, les maléfices dont nous avons parlé plus haut ont été pratiqués par de nombreuses personnes. Leur premier inventeur fut un homme nommé Savius. Cet homme transmit les techniques de son activité criminelle à un disciple qui s'appelait Oppo, qui à son tour fit de Scadelin un maître en maléfices. Ces deux hommes savaient ainsi, quand ils en avaient envie, susciter d'importants orages de grêle et des vents destructeurs accompagnés d'éclairs. Et vous avez ensuite toute une série, toute une discussion sur les possibilités, puisque cette question se pose. On a vu comment Agobard y répond. Ici, la réponse est plutôt dans le dualisme, cette fois-ci, entre la force de Dieu et la force du diable, qui donnerait à certains hommes la capacité d'intervenir, de détruire des villages grâce à leur maîtrise de la foudre, des tempêtes et de la grêle. La grêle jouant, mais c'est peut-être des textes que vous connaissez, la grêle jouant un rôle évidemment particulièrement important. On aurait envie de tout lire, je ne peux pas le faire. J'ai un autre extrait ici tiré des Errores Gazarium seu Ilorum Scopam vel Baculam equitare proventur, qui raconte aussi la façon dont on peut produire des orages de grêle et des foudres, et surtout la façon dont on s'y est pris, dont certains, je vous lis peut-être la fin ici, il dit qu'une autre fois, il se trouvait dans cette secte ou société avec son père, comme ci-dessus, sur une montagne derrière Gruyère, dont il ignorait le nom. Là, ils rencontrèrent d'autres hommes qui brisaient de gros blocs de glace que le diable leur donnait avec des marteaux de fer pointus. Il y avait là un gros et grand homme noir qui versait de l'eau sur la glace avec un goupillon, et des morceaux de glace se congelaient de nouveau ensemble. Emona m'aida en rien à casser la glace, mais il garda l'animal sur lequel il était venu. Vint ensuite un gros nuage noir et obscur qui éleva toute cette glace dans l'air. Emonet monta l'animal avec lequel il était venu en compagnie de son père. Il retourna devant la maison de ce dernier. Le diable lui apparut alors dans la paroisse sous les traits de son père qui, avec d'autres hommes, sonnait les cloches. Il ajouta qu'il les sonnait de bon cœur à ce qui lui semblait. Il dit que son père était resté enfermé avec les autres hommes qui cassaient la glace. Ces derniers firent porter les morceaux de glace et les grêlons dessus de Vevey et ils provoquèrent une tempête sur Vevey.
On a aussi, je ne sais plus si la personne qui posait la question, d'où tire-t-on les informations que vous avez mentionnées. Et bien sûr, tous ces textes contre les sorciers et les sorcières sont des mines d'informations. Hein. On sait très bien depuis Ginsburg combien ça a été utilisé. Un bref extrait ici de Martin Lefranc, le champion des dames, prévôt de Lausanne, et cette célébrissime miniature de ces démons aériens que sont les sorcières sur leur balai, dont il était question dans le texte précédent. Je reviens à Saint-Bernard. Donc vous voyez le contexte dans lequel s'inscrit au fond ce récit hagiographique, à la fois des récits de traversée d'une montagne difficile, affrontant la tempête, la neige, etc. Et puis le contexte de ces hérésies contre lesquelles l'Église tente de lutter. Et donc Saint-Bernard va prendre la place de ce 10e pèlerin qui avait été éliminé par Jupiter lorsque les pèlerins reviennent de leur pèlerinage, et il va, je résume simplement, affronter le diable, Jupiter, et parvenir à le lier. Vous l'avez ici dans cette représentation. Vous avez le diable Jupiter attaché grâce à son étole qui s'est transformé en chaîne. Et désormais, le passage du mont Joux sera pacifié. Même chose dans conclusion de la Vita, le bienheureux Bernard prit d'abord soin de ses biens, etc. Par ses travaux acharnés, l'archidiacre d'Aoste, il deviendra archidiacre d'Aoste, converti avec douceur l'obscurité, se transforma en lumière, etc. L'enfer en paradis. Enfin, l'idée, c'est bien sûr de transformer la montagne infernale en un paradis plane, en quelque sorte, privé de tous ces dangers. Même chose dans le mystère de Saint-Bernard de Menton. J'en ai délivré le passage, etc. Et à la fin de ruines et tempêtes, nous a gardé et défendu. Saint-Bernard, pour sa grande vertu, fonda le nouvel hôpital. Et donc l'hospice sera fondé par Saint-Bernard afin de parvenir à permettre désormais le passage des voyageurs. Je vais conclure en synthétisant brièvement ce que j'ai dit au pas de course sur un sujet qui, vous le voyez, mériterait de plus ample lecture et explication, mais j'ai voulu en quelque sorte vous dessiner en quelque sorte le récit de ce personnage qui vient affronter des diables qui sont à la fois liés à l'hérésie. Il y a, surtout dans le mystère de Saint-Bernard de Menton, énormément de références à l'hérésie, à la synagogue, etc., qui sont liées aussi aux conditions de circulation des voyageurs à cette époque. C'est une dîme que prélève en quelque sorte le diable, mais c'est aussi bien sûr les frais de péage, c'est ce qui entrave le passage des marchands qui doivent laisser une sorte d'impôt. Ce sont aussi les brigands, et bien sûr ce sont les phénomènes météorologiques liés à la montagne. Il y a une sorte de combinaison de ces différents facteurs qui sont greffés sur le personnage ici de Saint-Bernard de Menton. Je vais finir... Alors, il y a deux images, deux petits films que j'aurais voulu montrer. Un, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il dure 18 minutes, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. C'est un film de 1930 qui met en scène les chanoines qui vont sauver un pèlerin pris par une avalanche, avec les chiens, bien sûr. Et puis le deuxième est un peu différent, mais je vous le laisse découvrir. Au pied des Alpes, sur le versant italien, la ville d'Ost et sa vallée posent un problème. Dans ce pays où les noms, la langue, les mœurs, les aspirations sont françaises, il ne semble pas que l'octroi par l'Italie d'une sorte d'autonomie dans le cadre italien ait satisfait les 100 000 Valdôtains. Les Valdôtains respirent mal et ils partent vers la France. Chaque jour,
des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent. Ils vont chercher en France une vie plus compatible avec leurs goûts et leurs aspirations. En dépit des dangers que représente actuellement cette aventure, car il y a la distance, la montagne et la neige. Les reporters des actualités françaises ont réussi dans des conditions dramatiques à filmer d'Ost en France la traversée d'une dizaine de ces émigrants, parmi lesquels se trouvaient 3 enfants. Surpris par une tempête de neige, une partie du groupe put se réfugier à l'hospice du Petit Saint-Bernard et gagner le lendemain le versant français. Hélas, l'un des émigrants perdus dans la tourmente trouva la mort dans un champ de neige. Ce fut derrière le groupe désunis un cadavre qu'on ramena en terre française, un cadavre que les frontaliers accueillirent avec la grande piété simple des âmes primitives. Pourquoi des hommes fuient-ils leur pays? Pourquoi des hommes peuvent-ils mourir sur une route? C'est le problème d'Ost. Vous aurez remarqué le scénario. Le passage de la nuit à la lumière, des bruits de la tempête. C'est quelque chose, le film de Jean Epstein, Le Tempestaire, est extraordinaire pour ça, parce qu'il donne un son au phénomène atmosphérique. C'est quelque chose qu'on n'a pas si souvent, et là, on les entend à la musique. En quelque sorte, on aurait, une fois arrivé en France, la musique, la lumière, etc. Alors bien sûr, c'est pas seulement que les Valtetins fuient le Val d'Aoste parce qu'il est francophone dans un pays italophone, c'est aussi le début de l'immigration des Italiens pour cause de chômage après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je m'arrête avec la troisième, en revenant sur le début, troisième activité donc des chanoines. Donc, sauver et accueillir les pauvres voyageurs, et puis, bien sûr, relever des températures. Et vous remarquez sur ce petit graphique la façon dont les températures et les précipitations augmentent ou chutent de façon tout à fait significative, principalement depuis une vingtaine d'années. Je vous remercie. C'était un peu long. Merci pour cette je sais pas comment dire, ce parcours, hein, oui, on va dire ça, hein, ce parcours. Voilà, ce parcours autour donc du Mont Saint-Bernard et autour de toute cette histoire justement qui montrait bien les relations et finalement ce qui a été évoqué pendant toute la journée. Donc je pense que il y aura sans doute des questions, mais en tout cas on voit que cette communication qu'on avait mise à la fin un peu par hasard, hein, finalement apparaît comme une espèce de condensé par rapport à tout ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire aussi bien les aspects qui relèvent des croyances, des aspects qui relèvent des activités autour des phénomènes atmosphériques, la question également de la relation à l'évolution climatique et les explications qui peuvent apparaître parfois, qui veulent toutes être rationnelles. Mais je laisse la parole à la salle. Oui. Juste pour enclencher sur le film de 1946, c'est le moment où le général de Gaulle revendique un référendum d'autodétermination du Val d'Ost. Et c'est les sénateurs, et un en particulier dont le nom m'échappe maintenant, du Val d'Ost qui vont parvenir à défendre l'appartenance du Val d'Ost à l'Italie. Et donc c'est magnifique parce qu'on voit évidemment derrière les mots du tout début l'expression de quelque chose qui est un conflit majeur où De Gaulle considère que l'Italie ayant été battue, ayant martyrisé, c'est vrai, le régime fasciste avait persécuté
le franco-provençal et le français. Et puis il y a aussi cette idée que dans le Val d'Ost, on parle français, alors que dans le Val d'Ost, bon, les bourgeois parlent le français, mais les montagnards, ils parlent le franco-provençal, qui est quand même une langue différente du français. Donc merci, c'est vraiment... Et alors bon, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit de très juste sur la localisation finalement géographique dans l'arc alpin des premiers procès, des premiers traités de démonologie du XVe siècle, et le moment que vous avez décrit où on est juste avant le basculement des hommes qui cassent de la glace, de la secte, et on a évidemment l'importance de l'hérésie, et puis le basculement, 50 ans après, à la femme qui provoque la grêle. Merci. Des questions, des remarques? Personne, vraiment? Oui. Alors moi, je ne parlerai pas du Grand Saint-Bernard, quoi qu'il apparaisse dans un certain nombre de chansons de gestes. On en avait parlé cet été au congrès de la Société Roncesvalles, mais en vous écoutant, je pensais à un texte qui à une chanson de geste, à Aspremont. Nous sommes dans le massif de l'Aspromonte, beaucoup plus au sud. Nous sommes à un bon à plus de 1000 km au sud. Et les Sarrasins occupent le versant sud du massif. Charlemagne et ses barons arrivent au pied de la montagne. Il y a le massif. Il faut faire une reconnaissance et une ambassade. D'abord, Charles dit, voilà, vous connaissez le schéma. Charles dit, élisez-moi baron quelqu'un qui fera pour moi cette ambassade. Bon, les pairs sont refusés, et c'est Richier, qui est un vassal de Nîmes, qui se fait confier la mission. Il monte, il y a de la neige, il y a un vent énorme, il est attaqué par un griffon absolument gigantesque. Il chute, et il chute dans un torrent en crue. Il revient au campement, Nîmes le traite d'incapable, et part lui-même en mission. Nîmes rencontre le griffon, il rencontre le cadavre du cheval, la dépouille du cheval de Richier, et il dit, mais j'étais un imbécile de le traiter, de l'injurier comme je l'ai fait. Et il est obligé de passer une nuit en montagne, dans la tanière d'une ours. Alors bien sûr, il y a de la neige, il y a de la pluie, bon, il y a cette concentration de phénomènes météorologiques dont je m'aperçois, je ne vais pas commenter le texte sous cet angle cet été, dont je m'aperçois que c'est un héritage de littérature antique, mais les motifs sont pratiquement les mêmes. Alors, bien sûr, il y a Monjou, Montjouet, etc. Ah, pardon, c'est pas le micro, ça. Mais vous avez le micro en face de vous, il faut Oui. toujours... Ah, pardon. Oui. Oui, bien sûr, il est là, mais je vais me mettre ici. Oui, il y a bien sûr eu une présence très importante de la légende carolingienne dans ces régions. Si vous arrivez à lire tout en bas de ce tableau de David, vous avez Bonaparte, Carolus Magnus. Et Carolus Magnus. Et je crois que c'est vous qui disiez, il y a une légende qui dit que Charlemagne serait passé par un passage pour arriver. Voilà. Donc, ça fait partie de ces... Et dans d'autres chansons de gestes, on parle du Monjou, qui est très fréquemment présent. Il y a aussi une légende qui fait d'Olivier, le duc de Genève. Bon, c'est un dossier qu'il faudrait développer, mais il y a un lien évidemment très important pour la légende carolingienne et cette région. Mais c'est... Bon, on ne le sait pas aujourd'hui, mais je ne l'ai pas incité parce que j'avais trop de choses à dire et que j'ai fait un parcours à grande vitesse. Mais c'est un passage essentiel du nord vers le sud. Tous les pèlerins qui traversent, qui veulent aller, tous les pèlerins du nord, Angleterre, Allemagne, etc., qui veulent aller à Rome, et c'est symbolique, ce voyage passe par là. Le Gothard viendra un peu après.
passe par là. Et c'est donc un passage fondamental pour les Romains, pour l'époque médiévale. Une autre question, peut-être? Oui. C'est vraiment des éléments topiques. Chez Grégoire de Tours, par exemple, on a ce lac de montagne. Alors, les lacs de haute montagne attirent forcément le tonnerre et on explique comment les populations païennes vont apporter des offrandes, des ex-voto, et puis comment c'est christianisé. Et dans les traités de démonologie du Pays Basque, on va rencontrer aussi, donc là on est au XVIe siècle, on va rencontrer l'idée que la haute montagne est l'endroit où Satan se réunit avec les sorciers pour projeter le tonnerre et la grêle sur les hommes. Donc je pense qu'il faut vraiment penser à une espèce d'universel tel que ça peut aussi être des représentations spontanées. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher toujours Hannibal ou parfois il y a une vraie filiation, mais il y a aussi des éléments que connaissent bien les habitants des montagnes, de manière dont les orages se forment dans ces régions, qui expliquent finalement aussi pourquoi la persécution des faiseurs de temps interviennent dans l'arc alpin ou dans les Pyrénées et pas en Belgique. Il y a d'ailleurs dans Gervais de Tilbury, mais c'est aussi quelque chose qu'on trouve ailleurs, c'est tout le passage sur le mont Canigou. On retrouve exactement la même chose à propos des Pyrénées. Donc c'est vraiment autour de la montagne qui évidemment, par sa hauteur, est proche des zones de l'air où se produisent tous les phénomènes atmosphériques et qui suscite toutes les peurs. Enfin, on voit bien que c'est quand même très frappant. Oui, dans les descriptions qui sont de voyageurs, sans référence particulière à des croyances ni théologiques ni populaires, on voit bien que le langage horrible, etc., est lui-même chargé, d'une représentation, au fond, des risques et des inquiétudes que suscite ce lieu. On aurait pu s'arrêter aussi dans le détail du lexique pour voir au fond comment, mais ça a été sensible probablement dans la première lecture que je vous ai faite de Silius Italicus. Enfin, c'est chargé et ça ne cessera par la suite d'être ainsi. Merci. Oui, je vous passe le micro. C'est juste une remarque. Ce qui me semble une des caractéristiques des deux textes dont tu as parlé, c'est que les conditions météorologiques sont clairement du côté du mal, du côté du diabolique. Donc on a là une sorte de réduction de la lecture à une interprétation. Et du froid, puisque le froid est diabolique. Il n'y a pas que le feu. Oui. Le froid aussi. Eh bien, ah oui, je vous passe le micro. Merci pour votre exposé. J'avais juste une rapide question. Je ne m'y connais que très peu, mais quand il y a des passages de chefs importants, comme par exemple le pape qui va en France, qui traverse les Alpes, quémander l'aide au roi, par exemple, alors que bon, il aurait peut-être pu utiliser les navires pour passer depuis la Provence, etc. Est-ce que c'est un choix de le passer justement par la montagne, d'avoir cette image de braver justement tout ce qui est diabolique, la montagne? Est-ce que ça donne un effet en plus? Est-ce que c'est quelque chose qui est recherché ou bien pas du tout? Est-ce que après coup, les passages justement à chaque fois des rois par les montagnes sont racontés comme des légendes, etc. Et par exemple, même si je sais que ça dépasse le Moyen-Âge, à peu près, François Ier, quand il va commencer les guerres d'Italie, traverser les Alpes pour justement les commencer, c'est quelque chose, par exemple, qui est assez impressionnant, et qui est raconté comme cela, notamment par tous les aspects religieux. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, je vous remercie.
il y a la réalité, puis il y a sa représentation. Lorsqu'on traverse la montagne, bon, il y a des traversées qui se font de façon tranquille, où les personnages concernés n'ont pas dû affronter, peut-être parce que c'était l'été, etc., les mêmes intempéries. Hein. Mais la tendance, est souvent, lorsqu'on a une intention particulière, de souligner le trait. Et je reviendrai simplement sur le film de 1946, comme on voit la façon, alors on n'est pas au Moyen-Âge, mais la façon dont on filme, dont on met en scène les migrants, dirions-nous aujourd'hui, arrivant en France, ne relève pas simplement de la réalité, il relève du sens qu'on veut donner à cette réalité. J'imagine que parce qu'il y en a eu d'autres plus récemment qui ont traversé le col du Petit Saint-Bernard pour arriver en France, il y a quelques années, on ne représentait pas du tout ça c'était pas des Val-de-Thun, ça venait d'Afrique du Nord, etc. On ne représentait pas du tout cette arrivée de la même façon. Donc au fond, la représentation qu'on fait de cette traversée est motivée par le sens qu'on veut lui accorder. Et on voit bien que à l'époque médiévale, la montagne incarne, et les phénomènes atmosphériques qui lui sont liés, incarnent une épreuve. Il s'agit de vaincre cette épreuve pour arriver au paradis. Il faut vaincre le mal pour accoucher du bien. Merci beaucoup, Christopher Luken. Oui, un dernier petit ajout. Oui, ce serait juste une remarque, puisqu'il s'agit dans l'histoire de Bernard de Menthon de déboulonner une statue. Hein. Je rajouterai une petite couche pour casser le mythe des chiens qu'on dit du Saint-Bernard, hein, que les cartes postales représentent avec un barillet pour qu'ils puissent venir sauver les pèlerins, est un pur mythe. Hein. Jamais les chanoines du Saint-Bernard n'ont attaché autour du cou de leur chien un barillet. En revanche, les chiens sont dressés, bien sûr, et ils sont capables de se coucher sur la victime pour le réchauffer. Donc il y a, malgré tout, ils apportent une certaine chaleur, sinon celle de la boisson alcoolisée, au moins celle de leur chaleur. Et ils font aujourd'hui l'objet d'un véritable culte. Une riche héritière étrangère qui était domiciliée à Martigny a légué des millions à la ville de Martigny, donc qui est au seuil de la montée vers le Saint-Bernard, pour réaliser un musée et un centre qui s'appelle Barryland, qui a un immense succès, où on fait descendre quotidiennement les chiens de leur chenil pour les exposer dans ce musée apparemment qui vient d'ouvrir il y a un mois, hein, en 3D, Mais toute la technologie moderne. Regardez le film de 1930 que j'ai montré, il montre beaucoup les chiens, hein, il est très intéressant de ce point de vue. Bon, merci beaucoup pour ces précisions, et c'est toujours important d'entendre le coup et des idées reçues. Merci Christopher Luken. Écoutez, je vais vous donner la parole, Joël Ducot et Pierre-Marie Joris, pour conclure cette journée. Commence. Alors, moi, je vais juste dire 2 mots, parce que c'est plutôt à toi de conclure. Alors, moi, je voudrais rappeler qu'au début de cette journée, j'ai rappelé ce que disait Jean Buridan, à savoir que la science des météores permettait de devenir plus sage. Je ne sais pas si nous sommes devenus plus sages à la fin de cette journée. Assurément, nous sommes devenus plus savants, en tout cas, sur les phénomènes atmosphériques et sur la relation de l'homme médiéval par rapport à ces phénomènes. Je crois surtout que, comme d'habitude, chaque fois qu'on fait ce type de journée d'études ici, où on croise beaucoup, on arrive à une espèce de globalité, en fait, qui est tout à fait intéressante, où on se rend compte qu'il y a des multiplicités de sources, de textes, multiplicité d'approches, mais que finalement se dessinent des lignes de force, où on voit bien que l'un des aspects, c'est justement quelle place faire et quelle place laisser les hommes du Moyen-Âge à ce qui relevait du savoir populaire, aux croyances, comment elles apparaissaient en filigrane ou de manière plus importante dans les textes, comment on essayait de rationaliser
ce qui pouvait faire peur, comme on essayait de trouver des systèmes et parfois d'en arriver à des idées presque dérangeantes, à savoir que les parties habitables où on était devenaient complètement inhabitables dans une perspective lointaine, mais malgré tout qui pouvait exister. Donc, ce qui est quand même extrêmement déstabilisant, si on y réfléchit bien. C'est aussi de voir comment on arrive derrière un texte qui nous semble purement poétique ou presque simple, comme celui du livre de Jean Debry, par exemple. Il y avait en fait des complexités de sources, de réflexion. Et ce qui est dit, en fait, permet de découvrir derrière une expression toute simple une espèce d'abîme, hein, un abîme de sources, un abîme de réflexion. Et on se rend compte, en fait, de cette complexité médiévale qui, moi, m'a toujours frappée. On a l'impression, on lit un premier texte, on se dit, oh, c'est d'une simplicité, mais incroyable, je n'ose pas dire biblique, mais une grande simplicité. Et en fait, on se rend compte que plus on y réfléchit, plus on essaie de comprendre, plus on essaie de se détacher aussi de certains anachronismes. Eh bien, à ce moment-là, on découvre un monde qui est aussi complexe que les pensées actuelles, avec même des spéculations qu'on n'imaginait pas, avec des pensées qui sont extrêmement originales, et avec une espèce de représentation, notamment de l'espace et du temps, qui est tout à fait spectaculaire et en même temps très proche d'une réalité, mais d'une réalité parfois transformée. Voilà, et donc je pense que cette journée, elle n'apportera peut-être pas grand-chose sur l'évolution climatique, hein, mais elle permet au moins de comprendre peut-être des relations profondes que l'on a tous au temps et à la sensation d'un danger possible face au temps. Et c'est vraiment ce qui me semble apparaître dans cette journée. Mais je vais laisser la parole à Pierre-Marie Joris, qui est le poète de la journée, qui a commencé par Starobinsky et qui a peut-être un poème pour finir la journée. Non, et là, c'est pas prévu la chose, mais bon, je reviendrai là. Je reviendrai simplement là à la conférence de Marco Signori avec la conclusion du dernier chant de Dante. Et moi, simplement, j'ajouterais, vous disiez que ça n'a peut-être pas apporté énormément par rapport aux considérations sur le changement climatique, mais comme on le disait déjà lors de la table ronde précédente, ça apporte justement tout cet éclairage humain et sur cette relation qu'ont nos sociétés avec les phénomènes climatiques et météorologiques, et je pense que c'est très important. Et puis, simplement, vous le disiez, je vais citer une petite phrase qu'on se disait tout à l'heure au repas, Pierre-Marie Joris, vous disiez qu'on croise beaucoup entre les disciplines et que finalement, ce titre « Par tous les temps », ça pourrait être par tous les temps et dans tous les sens, de par cet entrecroisement. Et c'est vrai, et ça me paraît important de juste souligner que ça fait totalement sens pour l'Espace Mendès France d'accueillir évidemment à chaque fois cette journée d'études, puisque justement cet aspect d'interdisciplinarité, pour utiliser ce terme qu'on utilise à tort et à travers, et qu'on voit ici autour, par exemple, d'approches littéraires et d'approches historiques, fait également partie de notre ADN et de notre façon de penser les choses. Et puis voilà, moi je retiendrai aussi simplement c'est très intéressant de voir cette pluralité des régimes de vérité dont on a parlé plusieurs fois et de voir comment ils se rencontrent, comment ils s'hybrident, comment ils se répondent. Voilà. Eh bien, merci à vous tous d'avoir assisté. Merci beaucoup. Et juste avant de finir, mais vous auriez peut-être aussi quelque chose à dire, je voudrais juste dire pour ceux qui ont parlé que nous sommes en train de réfléchir à une publication possible. On vous tiendra au courant. Voilà. Non, moi j'aurais simplement ajouté qu'on mettra sur la page de l'événement sur l'Espace Mendès France, je verrai exactement comment on peut le faire, mais les références bibliographiques et les liens possibles par rapport aux différentes présentations qui ont été faites. Voilà. Merci encore. Bonne fin de journée.